Ok, donc on va démarrer. Donc bienvenue à notre table ronde numérique et continuité pédagogique, le baptême du feu. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette question. On a tous vécu ça de manière assez différente et on avait envie à Avenir Numérique Alsace et Alsace Digital de faire un petit point avec des témoignages des enseignantes et des parents et des mamans, en l'occurrence, c'est très féminin. Et ces mamans, elles sont aussi un peu dans la formation, donc c'est aussi assez intéressant justement de pouvoir avoir ce double point de vue, puisque elles n'ont pas toujours le même point de vue en tant qu'enseignants et en tant que parents. Voilà, donc on a aujourd'hui, je vais donner la parole à chacune de vous pour vous présenter plutôt que de les présenter. Je trouve que c'est plus sympa. Donc je laisse déjà Simone se présenter. Bienvenue Simone. Voilà. C'est bon? Oui, bienvenue Okay. Simone. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Simone Graff. Je suis professeure des écoles, j'enseigne en maternelle à Reichstätt dans une classe de petits et grands bilingues. Et je suis donc en charge de la partie bilingue. Donc j'ai cette contrainte d'enseigner l'allemand à mes petits bouts de chou. Et donc, je travaille en collaboration avec une enseignante qui est en charge de la partie française. Ok. Donc, nous sommes deux sur la classe. Merci Simone. Isabelle? Voilà, je suis Isabelle David Metzmeyer et j'enseigne au lycée Marguerite Yourcenar, donc à des classes de seconde, première, terminale. Et il se trouve que cette année, je fais en plus de ça un remplacement dans un collège à Strasbourg. Donc dans cette période un peu particulière d'enseignement à distance, j'ai expérimenté l'enseignement en collège et en lycée, en plus d'avoir le point de vue, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, d'avoir le point de vue d'une maman de collégien et de lycéen. Merci Isabelle. On enchaîne. Pasquine? Oui, bonjour, Pasquine Constant. J'ai aussi plusieurs casquettes, mais là, je suis plutôt avec la casquette de maman de 2 enfants, une fille qui a 6 ans et qui est en CP bilingue et un garçon qui a 12 ans et qui est en 5e dans un collège à Strasbourg. En plus, ma deuxième casquette, c'est de donner des cours à DM1 et à DM2 dans différentes écoles à Strasbourg. Merci Pasquine. Julie, à ton tour? Oui, Julie Mulot. Alors, double casquette aussi. Je suis là en tant que maman d'un garçon qui est en collège privé à Strasbourg en 4e et d'une petite fille qui est en CM2 dans une école publique à Strasbourg. Et la deuxième casquette, c'est que je suis responsable de site dans un organisme de formation et je pilote une formation de développeur web qui s'adresse à des demandeurs d'emploi. Qui est financé par Pôle emploi. Et on est installé à Strasbourg et on a assuré la continuité pédagogique. On aurait pu suspendre la formation, on a choisi de continuer. Donc, je vais en toucher un mot aussi rapidement lors de cette table ronde. Ok, merci Julie. Donc, je vais finir par me présenter quand même. Donc, Lina Trémisi, je suis cofondatrice avec Anne Corot, qui est aussi autour de cette table, et Catherine Mosser, qui est également, d'une communauté créative au sein d'Alsace Digital, qui s'appelle Avenir Numérique Alsace, et qui est justement très active, cette communauté, même si nous ne sommes pas que 3, mais nous étions à l'origine. Elle est très active sur le thème donc de l'acculturation et des familles au numérique et on a régulièrement des activités de stage, on forme des jeunes au numérique, au code, via toujours des médias qui sont ludiques, donc que ce soit Minecraft ou Scratch ou d'autres. Et puis, on organise régulièrement des événements où on invite aussi des enseignants. Voilà. Donc, nous, notre volonté, c'est de réunir une communauté de parents, d'enseignants, de citoyens et citoyennes autour de la question de l'éducation et du numérique. Et on cible tout particulièrement l'éducation au numérique pour les jeunes filles, puisqu'elles sont moins présentes assez spontanément sur ces secteurs d'activité. Voilà. Donc, la première question que je vais poser à vous toutes et à laquelle je vais vous demander de répondre chacune votre tour, c'est ça s'est passé comment la continuité pédagogique, Simone? Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très surprenant au départ. On n'y était pas vraiment préparé. Et donc, on a été un peu pris de court, mais bon, on a su rebondir, somme toute, assez rapidement.
Et au final, j'ai trouvé que c'était une période quand même assez riche et qui m'a beaucoup apporté dans ma pratique professionnelle future. Isabelle, je te laisse enchaîner. On prend le même tour. Ok. On a aussi été surpris, c'est certain. On a réussi à réagir. On a eu des éléments divers entre occuper les enfants et vraiment faire du pédagogique. Donc, on s'est posé des questions seul, en groupe. Et puis, on a aussi réagi dans la semaine qui suivait. Et donc, une continuité pédagogique s'est mise en place avec tous ces aspects positifs et moins positifs qu'on peut dégager a posteriori. Voilà. Pasquine? Alors nous, ça s'est bien passé. On a testé, plutôt bien passé. On a testé l'hyper-agilité entre toutes les activités et toute la non-activité et comment passer le temps et comment ne pas faire que des devoirs du matin au soir et le week-end en plus, ou comment ne rien faire du matin au soir et le week-end en plus. Donc on a vraiment dû gérer la situation au jour le jour en fait. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, comme beaucoup de parents, moi, j'ai beaucoup bossé, en fait, pendant le confinement. Je suis pas enseignante et mon mari non plus n'est pas enseignant. Il a beaucoup travaillé aussi, donc on avait finalement assez peu de temps avec les enfants, qui ont été quand même pas mal livrés à eux-mêmes. Ça n'a pas été une période très évidente aussi en termes de matériel. On n'avait pas forcément le matériel toujours bien pour eux. Enfin, on a eu quelques bugs. Voilà. Ils avaient un vieux Mac, c'était pas toujours évident, qu'ils se partageaient. Ils ont appris à faire des crêpes et à jouer au poker. Ils ont appris à faire d'autres choses. Mais c'est vrai que c'était une expérience, c'était un peu une parenthèse. On n'a pas été j'ai pas fait école à la maison, clairement pas. C'est un métier. Et autant j'y arrive bien avec mes apprenants dans le cadre de mon boulot de formation, à être pédagogue, à expliquer les choses, autant avec mes enfants, c'est juste la cata. Je pense qu'ils en profitent, ils s'engouffrent et ils me font criser assez vite. Mon mari est plus patient que moi. Donc ça a été une aventure à quatre là, vraiment complètement inédite, pas évidente, mais avec d'excellents moments aussi. Ça a été une alternance comme ça de choses. C'était marrant. Enfin, c'était marrant, pas toujours. C'était difficile aussi. Et j'imagine que c'était difficile pour beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ok, on va rentrer un peu dans le détail quand même. Alors, la continuité pédagogique, ça s'est organisé comment à l'école, Simone? Vous commencez, quelle aide vous avez eue de votre hiérarchie? Quelles instructions? Est-ce que vous êtes retrouvé face à une situation du jour au lendemain où vous vous êtes adapté? Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous aviez du matériel? Voilà, des questions de base. Donc, je reprends. Oui, donc je disais que la nouvelle est tombée assez soudainement, on va dire, puisqu'on avait peu ou pas de signes avant-coureurs. Donc, c'est arrivé le 16 mars à 20h12. Et dès le lendemain, notre ministre de tutelle a annoncé à tout le monde que l'éducation nationale s'était préparée depuis déjà 2 mois. Alors, à notre niveau, certainement pas. Donc, ça a été le gros branle-bas de combat pendant le week-end pour s'organiser avec les collègues, avec les parents. Donc, on a commencé par leur envoyer un sondage pour savoir quel était leur niveau d'équipement informatique. Donc, surtout pour savoir s'il y avait des imprimantes, etc., etc. Donc, on s'est aperçu que quand même un certain nombre de familles n'en avaient pas, que donc, comme on pensait leur envoyer des documents imprimables ou photocopiables, ça allait être difficile. Donc, notre directrice a passé tout le lundi, premier jour de confinement, donc à l'école, à faire des liasses et des liasses de photocopies que finalement très peu de personnes sont venues récupérer. Donc, premier couac. Donc, on a rapidement changé notre fusil d'épaule et donc on a plutôt opté justement pour des documents
reproductibles à main levée ou simplement consultables à l'écran. Et aussi, ça nous a amené à chercher des jeux, des jeux en ligne, etc., qui pouvaient correspondre à nos besoins. Des albums lus, enfin pour ma part en tout cas en langue allemande, des sites pour trouver des ressources. Alors évidemment, on en connaissait quelques-uns, mais au fil du temps, on en a découvert d'autres. On a cherché des tutos pour des bricolages, etc., etc. Voilà. Et donc l'envoi des plans de travail s'est fait, donc on a opté au niveau de notre école pour un envoi bi-hebdomadaire, donc le dimanche soir pour le lundi matin et le mercredi soir pour le jeudi matin. Voilà. Donc là aussi, le temps on a fonctionné avec nos mails pro, adresse qui était parfois inconnue des parents, donc là aussi un nouveau couac, puisque certains mails sont allés s'égarer dans des boîtes d'indésirables ou de spam. Et donc il a fallu recontacter tous ces gens via l'adresse mail de l'école pour leur demander de vérifier leur boîte, etc. Et bon, ce qui a été fait, donc en gros, on a quand même mis une bonne semaine à réussir à joindre tout le monde. Donc le démarrage, c'était un peu chaotique au départ, puis les choses se sont mises en place petit à petit. Je proposais de passer à Isabelle peut-être pour voir un peu comment s'est passée la première semaine ou le lancement, le démarrage. Ok, le démarrage, au début, je m'inquiétais peu et quand on a juste eu un jour, on voyait encore les élèves le vendredi entre l'annonce et le fait qu'on allait être à la maison. Et je leur avais dit, mais vous inquiétez pas, vous savez, quand je pars en voyage scolaire, il y en a qui l'avaient déjà expérimenté cette année, les premières. Je leur ai dit, je vous envoie en général une feuille de route pour la semaine. Donc, je leur ai dit, vous en faites pas, je vous enverrai une feuille de route pour chaque semaine et puis vous aurez du travail. Et certains m'avaient dit, ah chouette, ouais, ceux où il y a une vidéo à regarder, il y a ci et ça à faire. Et ce qui était, on va dire, quelque chose de rassurant parce que je savais faire au départ, je me suis bien dit que ça ne pouvait pas tenir sur la durée. Ça pouvait tenir pour quelques apprentissages nouveaux ou des révisions, mais que si ça dure 1 mois ou plus, parce qu'au départ, on était parti pour quelques semaines, il allait falloir trouver autre chose. Donc, la première semaine, ils ont eu une feuille de route. Le genre de choses, là, je vais partager. J'ai envoyé ça, par exemple, alors, c'était pas cette semaine-là. Si je veux partager une feuille de route que j'ai pu envoyer une certaine semaine avec une proposition de répartition du travail. Et cette feuille de route recopiée dans le cahier de texte numérique des élèves, envoyée par mail, postée sur l'espace où ils peuvent récupérer des documents, en fait disséminée à plusieurs endroits pour que, quelles que soient leurs habitudes pour trouver les documents, ils le trouvent. Donc moi, je mettais plutôt en triple. C'est pas très, très bien pour le stockage, mais j'ai dit tant pis. Et alors là, pareil, les réactions ont pu être très vives dans un sens ou dans l'autre en disant oh, « mais d'habitude, on n'a pas maths tous les jours, là, vous nous faites des maths tous les jours ». Et ceux qui disaient « ah bah c'est bien, au lieu d'avoir 2 heures un jour et 2 heures l'autre jour, je peux me le répartir sur la semaine ». Donc voilà, ce genre de plan de travail qui peut avoir un aspect positif pour certains et pas pour d'autres. L'aspect où, ça c'était une semaine où j'avais déjà repris les classes virtuelles. Donc, j'avais mis que le mardi à 10h, il y a classe virtuelle, ou le jeudi à 14h, il y a classe virtuelle. Donc, pour moi, je me disais, dans une famille où peut-être en troisième, ils n'ont pas tous, ils ont un ordi à se partager, ça permettait d'avoir des rendez-vous et peut-être de dire, attention, je ne pourrais pas être présent, ou attention, j'ai besoin de l'ordi à telle heure. Bon, ça convient jamais à tout le monde. Ça, c'est ce que maintenant j'ai très bien compris, c'est qu'on n'arrive jamais à faire quelque chose qui convient à tout le monde. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai bien compris que moi, il fallait que je fasse des classes virtuelles parce que ça me permettait de leur parler. Et à l'oral, on fait quand même des choses assez différentes de quand on écrit. On précise les choses, on peut entendre les élèves ou les lire sur le chat et entendre leurs angoisses un petit peu.
peut-être dans la classe où j'étais prof principale un peu plus que dans d'autres classes. Et puis commencer à avancer en fait, parce que l'idée c'est que nos secondes ils vont en première l'an prochain, ils commencent une spécialité maths. Nos premières, l'an prochain ils ont les épreuves du bac, donc on se disait bon c'est sympa de faire des révisions pendant une semaine ou deux, mais il va falloir avancer. Et ça, en leur partageant des vidéos qui existent, on a beaucoup de matériel qui existe, et pour moi, ça suffisait pas. Et eux, ils avaient cette demande parce que quand je leur ai dit, bon, je sais pas si on est efficace, qu'est-ce que vous en pensez? Et je les ai vraiment mis dans la boucle. C'était plus simple avec des plus grands. Je les ai mis dans la boucle. Et leur retour, c'était non, non, madame, on continue les classes virtuelles, on veut les faire. Voilà. Alors après, on a partagé des travaux qu'ils devaient me rendre, qu'ils ne devaient pas me rendre, qu'on corrigeait ensemble, que moi, je leur annotais. Voilà, on a en fait testé, expérimenté, regardé, puis changé souvent de méthode de travail, eux avec moi avec eux. Et le regard sur l'enseignement, même à l'avenir, sera changé en se disant bon, pour telle ou telle chose, la présence ou les explications du prof ne sont pas indispensables. Et pour telle ou telle chose, en fait, on a besoin du contact, quoi. Et moi, ce qui me manque, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, ce qui me manque encore maintenant, et c'est pour ça qu'on se lasse au bout d'un temps, c'est que j'ai pas leur froncement de sourcils qui savent si en gros je parle dans le vide, si c'est trop facile ou si c'est difficile. Voilà, moi j'ai besoin de voir leur tête. Et donc ce fameux feedback de communication du récepteur vers l'émetteur. C'est ça. Ok. Voilà. Tu as une question de Julie dans le chat qui parlait du matériel, mais on va y revenir après sur un autre point. Je vais passer la parole à Pasquine pour voir comment ça s'est passé le démarrage, et puis après on reviendra sur le matériel et puis un petit peu les évolutions. Pasquine, alors le démarrage assez brièvement quand même pour qu'on avance. Ça s'est passé comment ? Alors, le démarrage s'est passé avec un petit coup de panique. On n'avait pas d'imprimante. Donc, on a commencé par recevoir quelque chose le même type de document qu'Isabelle vient de transmettre, qu'on regardait sur le téléphone portable, qui faisait appel à d'autres documents qu'il fallait potentiellement imprimer, etc. Et donc, ça a été panique totale. Donc, avant, on a pris commande le lundi d'une imprimante. Donc, fallait vraiment avoir conscience que je pense qu'il y en a qui n'ont pas réussi à avoir d'imprimante parce que très vite, parce que les profs n'ont pas forcément tous prévenu ou envoyé les infos tout de suite au début, ils ont attendu une semaine. Et donc, c'était rupture de stock des imprimantes un peu partout et pas moyen de les livrer. Donc, nous, on a eu de la chance parce qu'on a pu tout de suite en commander une. Et ensuite, on a eu des ruptures de stock d'encre en tout genre. Je suis même allée demander à une prof de me faire un document en rouge parce que j'avais plus de noir. Donc, il fallait vraiment qu'ils soient réactifs par rapport à toutes les demandes. Et puis, j'imagine qu'il y en a qui ne pouvaient pas imprimer. Et donc, la prof, elle a vraiment dû s'adapter à chacune des problématiques, au fait que chacun avait d'autres besoins. Donc, je lui ai même demandé de me l'envoyer en Word pour que je puisse le faire, le transformer moi-même pour que ça rentre dans le bon format. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis, pour mon fils, qui est en 5e, il y a eu des situations un peu différentes. C'est qu'on s'est rendu compte que chaque prof, il est en 5e, donc il a beaucoup de profs, et chaque prof a vraiment réagi différemment. Il y en a qu'on n'a pas vu pendant des semaines. Il y en a qu'on a vu tout de suite et qui ont pris les choses en compte et puis qui ont essayé de faire. Alors, on sent qu'il y avait des messages qui étaient il faut qu'ils se sentent bien. Donc, on a eu le droit à des activités de type jeu de loi de sportif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité zen, yoga, les petites vidéos à regarder pour faire de la méditation, ce genre de choses. Donc, il y a eu très vite des activités de ce type-là et pas forcément beaucoup de devoirs. Et puis, quand ça s'est réveillé de manière hyper hétérogène. Et c'est exactement ce qu'Isabelle disait tout à l'heure. On a eu des informations qui venaient de partout, sur les anciens outils, sur les nouveaux. Et donc, c'était un peu compliqué pour nous de gérer tout ça. Donc, voilà, les débuts étaient un peu compliqués. Chaotique, on va dire. Ouais. Julie ? De mon côté, c'était un peu
bizarre parce que autant au niveau professionnel, j'ai pris tout de suite la mesure de ce qui se passait là et tout de suite, on a mis en place une charte de la FOAD, de la formation à distance. En plus, je bossais à Mulhouse, donc je voyais bien le cataclysme qui se profilait. Et par contre, au niveau perso, quand on s'est retrouvé à la maison avec les 2 enfants, il y a eu quelques jours, mais de sidération complète. Avec mon mari, je pense qu'on n'a pas du tout réalisé ce qui se tramait. Enfin, mais vraiment, il nous a fallu plusieurs jours pour nous organiser, pour prendre nos marques, pour prendre un peu notre rythme, même trouver la place chez nous, voir qui se met où et comment. Enfin, il y avait toute une organisation à caler. Et franchement, il nous a vraiment fallu du temps pour surmonter cet effet un peu sidération. Et puis, c'était très différent entre le collège et l'élémentaire. L'élémentaire, les choses se sont mises en place très vite avec les 2 enseignantes. Ma fille aussi a 2 maîtresses. Mon fils, le collège, la première visio, je crois qu'elle est intervenue à la 3e semaine. J'ai eu le sentiment vraiment les 3 premières semaines qu'il était un peu à l'abandon. Il bossait pas. Enfin, si on contrôlait pas, voilà. Donc, des débuts vraiment sidérants, quoi. On se demande un peu comment ça va se passer. C'était, et en se disant, j'arrête pas de me dire, mais comment font les autres? Comment font les gens? Comment font les familles qui sont à 6, 7, enfin, qui ont des grandes fratries, qui n'ont pas le matériel? Enfin, je me dis, oh là là, il y a vraiment eu, enfin, vraiment, je pensais beaucoup aux autres, en fait, pendant toute cette période-là, bizarrement. Je me disais, bon, mes enfants, ça va, ils sont heureux, ça va, ils sont cool, hein, ils font de la console et puis ils font des crêpes. Mais je pensais vraiment aux enfants là qui n'avaient pas le matériel et puis qui étaient complètement privés de plein de choses. C'était dur. C'est vrai que cette période, elle a souligné, on avait déjà entendu parler de fracture numérique, hein, vous et moi, on en parle dans la presse, en tant qu'enseignant, vous le voyez. Mais l'autre jour, lorsqu'on a préparé cette table ronde, Julie, tu évoquais même un gouffre numérique, puisqu'effectivement, ça a encore creusé cette fracture au point d'en faire un passage, pour certains, impossible à franchir. Et on a, vous, les enseignants en première ligne, mais aussi les parents comme toi, où vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas pu du tout fonctionner de manière telle que c'était prévu ou telle que les enseignants ont essayé de le prévoir. Et je pense que ça, c'est le premier constat qu'on peut faire, au-delà du fait que, en fait, ça c'est peut-être mieux organisé, tu le disais, Pascaline, mais Simone l'avait évoqué aussi au primaire, parce que tout simplement, oui, justement, je vais te donner la parole, Simone, ça s'est mieux organisé au primaire, parce que on peut le constater, les enseignants de primaire ont plus l'habitude de collaborer, peut-être aussi, que dans les enseignants de collège et lycée où chacun fait un peu sa matière et où s'il n'y a pas de prof principal qui joue le chef d'orchestre, et encore, là, dans le confinement, le chef d'orchestre, il était tout seul, il n'avait peut-être pas de musicien. Donc, je vais redonner la parole à Simone. Donc, après cette première semaine, Simone, comment ça s'est passé? Quels étaient les retours des parents? Comment c'était vécu? Les collègues, toi? Et puis aussi, encore une fois, quelles aides vous avez reçues? Quelles consignes vous avez reçues? Est-ce que vous avez eu un peu d'encadrement par rapport à ça? Donc, bon, alors on a quand même eu quelques instructions de notre IEN, donc de notre inspecteur, donc qui, dans un premier temps, nous recommandait de faire essentiellement des révisions. Mais bon, très vite, les révisions, c'est pas vraiment satisfaisant. Enfin, ça s'épuise assez vite, somme toute. Et puis, en tant qu'enseignant, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, finalement, avec ma collègue, on s'est reporté sur les programmations qu'on avait faites ensemble. Et on a continué à proposer de nouveaux apprentissages aux enfants. Donc, dans notre école, oui, la fracture numérique s'est sentie aussi, hein, entre les parents qui n'ont qu'un téléphone portable, pas d'ordi, ou alors qui se partagent un poste avec des parents en télétravail, par exemple. Ça, c'était récurrent, hein, c'était un problème récurrent. Aussi, nous, on s'occupe d'enfants de maternelle. Donc, qui a la priorité dans une famille quand il y a quand c'est une fratrie avec un enfant à l'élémentaire, au collège? Évidemment, on comprend que les parents préfèrent leur donner la préférence. Et donc, le petit dernier, il arrive tout à la fin, donc ils font ce qu'ils peuvent. Donc, certains nous l'ont fait bien sûr remarquer dans des retours de mails. Mais d'une manière générale, les retours étaient quand même relativement positifs.
Et certains parents ont été très réguliers dans leur retour. Certains ont vraiment commenté au jour le jour toutes les activités qu'on donnait à faire aux enfants. Alors ça a mieux marché. Ça, il n'a pas compris. Moi non plus d'ailleurs. Donc, on s'est aussi aperçu d'une chose importante, c'est que les parents sont pas des enseignants et que nous, à l'école maternelle, on a vraiment une manière de travailler particulière. C'est beaucoup basé sur le jeu, etc. Et que il fallait faire passer ça à travers des plans de travail qui étaient quand même assez austères. Donc, je sais pas si tu veux bien montrer le document 1, Lina. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, donc c'est le type de document qu'on envoyait aux parents. Donc dans la première colonne, on essayait quand même de préciser les compétences qu'on souhaitait travailler. Donc pour que les parents aussi comprennent pourquoi on propose telle ou telle chose, parce que je pense que c'est important que les parents déjà eux-mêmes comprennent ce qu'ils vont faire avec leur enfant, qu'ils mettent aussi du sens pour l'enfant, et ensuite quelques petites précisions sur la démarche qu'on souhaitait qu'ils mettent en œuvre. Et ensuite, donc, au niveau du matériel, donc ça les renvoyait soit à des liens, soit à des documents qu'on joignait à ce plan de travail, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'il fait, enfin, ça se voit pas là à l'écran, mais qu'il fait quand même, je sais pas, 5 ou 6 pages, je sais plus. Enfin, c'était souvent des documents assez longs. Et il en fait 6. Voilà, c'était que pour 2 jours, hein. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu austère aux parents. Mais enfin, après, quand on voit que c'est jouer à cache-cache avec Doudou ou cache-cache Doudou, Voilà. on se dit quand même que ça avait beau être austère, c'était pas Parce trop. que dans les recommandations qu'on nous a données, c'était essentiellement donc des activités pour parler, puisque le développement du langage c'est primordial à l'école maternelle. Des activités pour jouer ou des activités ludiques, mais bon là effectivement on est allé quand même un peu au-delà puisqu'on n'est pas on s'est pas cantonné à la simple révision, et une activité pour bouger. Donc tous les 2 jours on leur donnait du yoga, comme enfin tout ce dont parlait Pasquine. Ok. Voilà. Et donc, ça leur a été transmis donc, dans un premier lieu donc, par mail. Et ensuite, on a opté pour une publication sur le site. Enfin, on n'a pas de site, on a un blog pour notre école et qu'on a dû dépoussiérer parce qu'il existe depuis pas mal de temps, mais on ne l'utilisait pas vraiment parce qu'on n'avait pas trop le temps. Et donc là, on s'est un peu replongé dedans et donc les documents ont été postés là, ce qui était plus facile d'accès pour les parents. Mais en revanche, on leur envoyait toujours un petit mail à chaque publication pour leur dire d'aller voir. Voilà. Donc là, j'ai partagé l'image du blog de l'école maternelle, c'est ça? Voilà. Unité pédagogique où on voit ces éléments-là. Les différentes classes, etc. Voilà, puis une page. Et donc, ce qui est en bleu, c'était les liens activés pour télécharger les documents. Alors, il faut savoir qu'on s'est quand même aperçu que certains parents ne savaient pas cliquer, enfin, qu'en cliquant sur des liens, il se passait quelque chose. Donc, pour certains parents partaient vraiment de loin au niveau de leurs compétences. Mais je pense qu'ils ont aussi progressé. Donc, c'est bien. Oui, donc on avait évoqué aussi lors de la présentation, et les autres intervenants pourront aussi y revenir, le fait que autant en Alsace, alors le lycée 4.0 a été voté l'an dernier de manière générale, il y avait une expérimentation l'année d'avant avec quelques établissements, autant pour le collège et le primaire, et la maternelle, il n'y a pas de matériel, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec du numérique, et vous-même les enseignants, vous n'êtes pas équipés, l'éducation nationale ou les communes ne vous ont pas équipés. Donc, chacun a dû travailler, autant les parents ont eu des soucis peut-être avec le matériel, autant vous aussi, vous avez dû utiliser votre propre matériel et vous débrouiller avec votre propre compétence vis-à-vis de la technique. Alors, on parle un peu de numérique. Alors, encore 2 minutes, Simone, mais toi et le numérique, c'était comment avant le confinement et maintenant? Ça a progressé? Oui, énormément, énormément.
Disons, avant le confinement, j'utilisais bon, le traitement de texte, les recherches en ligne, etc. Je cherchais des petites vidéos, mais ça s'arrêtait là. J'utilisais PowerPoint dans le cadre, quand j'ai ma casquette de formateur, mais bon, ça n'a pas été trop loin. Depuis quelques années, j'ai un TBI dans ma classe, depuis 2 ans, mais je ne l'ai pas encore. Alors, TBI, tableau blanc interactif. Tableau blanc pour les interactif. noms techniques. Voilà. Mais je l'utilise essentiellement pour projeter des vidéos, des albums en grand format, etc., mais pas tellement avec l'outil qui est prévu pour. Donc là, j'ai encore du travail à accomplir. Et après, ma pratique a évolué pendant le confinement et donc il y avait cette nécessité, par exemple, de présenter des diaporamas pour qu'ils entendent aussi un peu la voix de la maîtresse pour une présentation de lexique en allemand ou d'un album. Ou alors des petits jeux en ligne, parce que finalement, ce qu'on trouve ne correspond jamais, ce qui est tout fait ne correspond jamais tout à fait à nos besoins. Donc, voilà. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Si on m'avait dit un jour que je deviendrais youtubeuse, j'y aurais pas cru, hein. Et donc, il y a différentes vidéos sur du vocabulaire. Il y a des vidéos tuto, là, copier un mot en cursive, la petite comptine à apprendre pour la fête des mères, donc parce que tous les parents ne sont pas germanistes non plus, donc ou germanophones, donc il faut quand même qu'ils sachent, que ce soit prononcé correctement, sinon c'est un peu difficile. Il y a des petites vidéos de vocabulaire, de maths, voilà. Je peux réagir? Oui. Moi, je trouve ça absolument sidérant. J'ai toujours bossé dans le privé, à peu de choses près. Je n'imagine pas aujourd'hui que mon employeur ne me fournisse pas un PC et le matériel qu'il me faut en fait pour bosser, sachant que l'informatique a toujours fait partie. Ça fait 20 ans que je bosse, oui, que j'ai quitté la fac et 20 ans que j'ai toujours bossé avec un ordinateur. Comment des enseignants aujourd'hui peuvent accepter que leur employeur ne les fournisse pas en matériel informatique? Je ne comprends pas. Et c'est valable pour les directeurs et les directrices d'école. Question. Ok, on va passer à Isabelle un peu pour parler justement du numérique et de la manière dont tu l'as utilisé. Bon, tu as parlé de la feuille de route, mais est-ce qu'il y avait un avant, un après? Comment tu étais à l'aise avec le numérique? Comment tu l'as utilisé? Et comment ta pratique a un peu évolué? Ouais, alors j'étais plutôt à l'aise avec le numérique. Donc voilà, ça ne me faisait pas peur. On nous fournit 0 matériel. Donc effectivement, on fait avec ce qu'on a. Il se trouve que comme je suis à l'aise avec le numérique, que j'aime bien ça, j'ai quand même un peu de matériel. On avait de quoi prêter aussi à nos enfants, donc je n'étais pas obligée de partager mon ordi. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas une bête de concours comme ordi parce que je peux pas m'en acheter un ne serait-ce que tous les 5 ans, quoi. Voilà, enfin, je n'ai pas envie d'offrir à l'éducation nationale toujours, voilà. On a demandé à avoir du matériel, mais on nous dit non. Donc, à partir de là, on peut décider, on arrête de l'utiliser. Mais voilà, nos pauvres élèves, c'est quand même avec ça qu'on communique. Et on nous demande de beaucoup communiquer. Et au lycée, nous avons du matériel. Il y a une salle, il y a une salle, il y a quelques ordi en salle des profs. Il y a 5 ordinateurs et nous sommes 70. Voilà. Donc, en période de conseil de classe où justement tout le monde est un peu au lycée, en train de faire du travail sur ordinateur à ce moment-là, en général, il n'y a pas d'ordi disponible. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le confinement. Donc oui, mon matériel, mes oreillettes, ma connexion Internet. Et là, on était heureux d'avoir la fibre parce qu'on était quand même 4 à être en visio en même temps. Un visualiseur que ça, j'ai pu piquer au lycée parce que dans l'équipe de maths, on en a fait commander en début d'année pour un projet qu'on avait et j'ai pensé à l'emmener à la maison avant le confinement. Donc, c'était la bonne idée. Il vient de rendre l'âme ce matin. Donc, la classe virtuelle de jeudi, elle va déjà être très différente. Tu parles, Lina, de l'avant, de l'après. Au début, on est plus ou moins à l'aise. Alors,
Mes premières classes virtuelles, alors ouais, je n'ai pas de tablette tactile. Et les maths, c'est quand même particulier à taper, à écrire, surtout quand on commence avec des fonctions un peu que moi je trouve sympathiques. C'est pas le cas de tout le monde en première. Si je commence à les taper, même avec un éditeur d'équations et tout, on a pour un certain temps, on n'avance pas. Et le temps est compté en visio avec les gamins. Alors du coup, je me suis dit, j'ai pris du papier, une feuille plastique, j'ai mis ça sous mon visualiseur et ça donne quelque chose. Alors, en classe, je parlais en même temps que je le faisais. Je prenais tout en photo après et je leur déposais pour ceux qui n'avaient pas pu se connecter. Ça donnait quelque chose qui ressemble, ça devait être en mars. C'était encore ce genre de choses-là que je partageais. Tac. Je ne sais pas si ça s'affiche. Ouais. Donc, c'est encore ce genre de choses-là que j'écrivais avec mes feutres sur mes pochettes transparentes, que j'écrivais au fur et à mesure. Les jeunes me faisaient un commentaire, je modifiais, j'écrivais dans une autre couleur, j'effaçais, je le prenais en photo et à la fin, je le leur partageais. Voilà. Donc, c'était un petit peu comme mon tableau. Parce que le tableau blanc qui est sur les logiciels qu'on utilisait pour les classes virtuelles sont pas du tout. On ne peut pas enregistrer ce qu'on a écrit. Alors il faut se faire une capture d'écran et le stylet, enfin la souris est très difficile d'utilisation. Puis j'ai basculé sur PowerPoint en utilisant l'outil dessin et en écrivant dessus et en ayant du coup, parce que nos élèves ont les manuels numériques, donc ça c'est top, mais du coup s'ils ont l'écran de la classe virtuelle, du coup ça va être en petit en même temps que le manuel numérique. Donc en gros je faisais à l'avance, je préparais mon PowerPoint avec les exos qu'on allait faire, les captures d'écran et comme ça on pouvait les commenter au fur et à mesure. Alors là, je parlais du matériel de mon côté, mais les élèves, alors au lycée, ce qui était top, c'est effectivement, tu parlais du 4.0. Nos lycéens dans notre lycée ont été équipés, tous, de la seconde à la terminale, ce qui fait que dans la plupart des cas, ils étaient connectés. Moi, j'avais en général 35 sur 35 élèves connectés. La fois où ça marchait pas, c'est parce que ils sont 5 enfants à la maison et qu'il y en a une qui a quand même prêté son ordi au petit frère. Voilà, et c'est légitime. Ce qui faisait que ça ne marchait pas aussi, c'est les connexions Internet, parce que ça, on ne leur offre pas encore la connexion Internet. Et qu'on a vu mes lycéens, ils sont à la campagne, et qu'on a vu un réel souci, là, chez certains. Ils n'ont pas de son, ils n'ont pas d'image, ou ils se font déconnecter toutes les 5 minutes. Donc là, on a vu une réelle fracture liée aux conditions de connexion. Mais globalement, je pense que du fait d'utiliser le numérique, et aussi, l'autre point qui les a aidés, c'est que j'utilisais déjà le numérique avant avec eux. Alors, je ne faisais pas de classe virtuelle, c'est certain, hein, mais par contre, j'utilisais l'environnement numérique de travail qui est fourni, ce qui fait qu'ils connaissaient déjà l'outil. Ils savaient où était le cahier de texte. Ils savaient qu'est-ce que je pouvais mettre dedans. Ils savaient qu'est-ce que c'était une pièce attachée. J'utilise aussi un outil qui s'appelle Moodle, sur lequel je dépose des documents annexes. Ils l'avaient déjà utilisé. J'avais déjà fait des collectes de documents. Un jour, je leur avais demandé de me rendre telle chose en version numérique. Donc, ils savaient ce que c'était une collecte et ils savaient où le mettre. Il y avait bien sûr quelques maladresses, mais globalement, les outils qui étaient déjà utilisés avant confinement, qu'on réutilise, ça, c'était plus simple. Donc, alors ça, c'était pour le lycée 4.0, effectivement, mais vite fait en 2 minutes pour qu'on puisse passer aux parents. Le collège, c'était pas pareil. Alors, le collège, c'était pas pareil, mais je pense que comme c'est un collège privé, globalement, les familles étaient assez bien loties et la plupart des élèves étaient connectés. Mais ce qui était important, c'était vraiment d'avoir prévenu, attention, classe virtuelle, tel jour à telle heure. Attention, les devoirs seront là pour que vous puissiez y accéder au moment où vous avez l'ordi. Donc là, il y avait besoin d'une organisation différente pour qu'ils aient accès à un ordinateur. Mais globalement, j'avais un bon taux de présence aux classes virtuelles. Leur aisance avec le numérique, on sent qu'elle est un peu moins là.
Mais le peu que je les avais eus avant le confinement, j'ai commencé mon remplacement en février, j'avais déjà utilisé un petit peu les outils. Et voilà, quand ils sont habitués aux outils, ça va. Ok. Pasquine, du coup, Julie, après, quand vous voulez, vous enchaîner sur comment ça s'est vécu côté parents, le travail reçu, à part les problèmes d'imprimante et tout ça, mais le rythme le rythme dans la durée, le timing, l'organisation avec des enfants avec des différences d'âge et les relations avec les enseignants. Alors, déjà, on a découvert plein de jeux en ligne. Parce que quand on était obligé de travailler en parallèle, ben, on a découvert qu'il y avait plein d'applications, plein d'outils qui permettaient, surtout des applications anglaises, hein, il faut le savoir. Donc, pour ma fille qui est en CP, bilingue, français, allemand, elle a fait beaucoup d'applications pour l'apprentissage du calcul en anglais. Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé et c'est tout ce que j'ai trouvé de ludique, de suffisamment malin. Enfin, ça correspondait le mieux. Parce que sinon, c'était des vidéos et les vidéos, elles ne pouvaient pas maîtriser, elles ne maîtrisaient pas le passage de l'une à l'autre, etc. Donc, pour qu'elle soit un minimum indépendante, elle a eu le droit à la tablette alors que d'habitude, elle n'y a pas droit. Donc, ça a augmenté le niveau d'écran alors que l'objectif, ce n'était pas de l'augmenter, hein. Donc, il y avait cette partie-là. Donc, ça, c'était pour ma fille. Pour mon fils, pour rebondir ce que tu viens de dire, Isabelle, en fait, on est passé du jour au lendemain d'un outil à un autre parce qu'ils avaient un outil pour l'ENT où ils avaient l'habitude d'avoir un planning des devoirs et tout qui tombait dans cette ENT. Et du jour au lendemain, on est passé à un outil, à Teams, qu'ils n'avaient jamais pratiqué. Donc, il a fallu, et alors, coup de chance, nous, on le pratique, donc nous, les parents, on le pratique, donc on a pu l'aider. Mais j'imagine ceux qui ne pratiquent pas Teams et qui se retrouvent avec toutes ces pratiques aléatoires, alternatives, etc., en fonction de chacun, en collège, en 5e, où on leur a jamais appris à s'en servir. Alors, sachant qu'il y en a qui passaient par le téléphone pour y accéder, donc ça rajoute encore un niveau de difficulté. C'était vraiment compliqué. Et je pense en plus que les pratiques des profs étaient très hétérogènes. Donc, on avait des choses qui arrivaient par différents endroits, par différents canaux. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour eux de s'en sortir. Alors, après, on se fâchait un peu parce qu'on se disait, on se fâchait contre nos enfants. Et enfin, moi, je me suis fâchée contre mon fils. Mon mari s'est fâché contre notre fils parce qu'il n'avait jamais appris à classer les documents, à les mettre dans un dossier sur le bureau pour mettre ses devoirs, etc. Il y a un soir où j'ai passé 3 heures à retrouver un document qu'il avait fait et qu'il avait mis 3 heures à faire, juste parce qu'il ne l'avait pas sauvegardé et mis quelque part. Donc, heureusement, il y a des sauvegardes automatiques qui se font et j'ai pu trouver. Et moi, je suis arrivée 3 jours plus tard quand même, hein. Et quand il a dit « mais je ne l'ai pas envoyé, je ne le retrouve plus nulle part ». Donc, j'imagine ceux qui n'ont pas… Moi, j'ai une pratique digitale avancée. Ceux qui n'ont pas de pratique digitale avancée, je pense que la difficulté, elle était juste… c'était juste vraiment trop compliqué pour eux. Donc, on a découvert des nouvelles choses. Mon fils a découvert sur le tas comment fonctionnaient les différents outils. Il a eu en tout et pour tout 3 classes virtuelles. Donc, c'est ça quand même sur toute la période, dont une d'une demi-heure, hein. Donc, voilà. Il y en a une où il y avait toute la classe, il y en a une où il y avait la moitié, et la dernière, ils étaient 12. Donc, au niveau suivi visuel, il y a rien de nu du tout. Autant quand je dis rien, c'est très, très, très peu. Donc, je pense que là, entre les différentes écoles, entre les différents profs, il y a eu une hétérogénéité assez incroyable. Il y a un prof qui a des vidéos sur YouTube. Donc, lui, il faisait le relais et puis il donnait des cours et puis il faisait un peu des exercices et des nouvelles choses. Mais sinon, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés dans le suivi, dans le niveau. C'était vraiment, j'ai qu'un seul mot, c'est hétérogène. Et beaucoup se reposer sous couvert d'eux, il faut qu'ils se sentent bien. Beaucoup se reposer sur les épaules des parents qui n'étaient pas forcément dispo ou qui n'avaient pas forcément les compétences ou qui n'avaient pas forcément le matériel. Donc, c'était vraiment compliqué.
c'était vraiment compliqué à gérer. Et si je change de casquette, que je prends ma casquette de prof de M1 ou de M2, j'ai quand même eu certains de mes étudiants qui n'avaient pas assez de place à la maison et qui sont allés dans la salle de bain pour suivre les cours ou dans leur voiture. Donc, quand on suit une classe sur Teams dans sa voiture avec son téléphone ou une conférence avec son téléphone, c'est quand même vraiment, vraiment compliqué. Sachant qu'en plus, les étudiants, alors si on parle des étudiants qui sont des étudiants étrangers ou des étudiants qui sont dans les CTU, il y avait beaucoup, beaucoup de solitude chez ces étudiants-là. Il y avait beaucoup de solidarité, mais quand vous avez vu les articles, il y avait beaucoup de files d'attente pour avoir de la nourriture. Donc, eux, leur problématique, elle était peut-être pas forcément d'apprendre, mais surtout de réussir à vivre au jour le jour, parce que tout leur petit boulot avait disparu et donc ils n'avaient plus les ressources suffisantes. Donc, eux, ils avaient un point encore différent. Alors, moi, je l'ai vu avec mes étudiants de M1, M2, mais j'imagine en classe primaire, la même chose. Enfin, il y avait toutes ces difficultés personnelles qui se rajoutent. Alors, nous, on était un peu... je raconte mon histoire, mais elle est un peu... on était dans des très bonnes conditions. Mais même dans des très bonnes conditions, on avait des difficultés importantes à suivre tout ça. Parce que 2 enfants, 2 problématiques, 2 profs, des dizaines de profs différents, avec des approches différentes, des qui ont disparu de la circulation, et puis on ne savait pas ce qui se passait, il y avait l'espèce d'angoisse générale, on ne savait pas si c'était les profs qui étaient malades, ou si juste ils étaient désemparés, ou ils n'avaient pas le matériel, ou ils n'avaient pas été formés, enfin on avait très peu d'infos, et quand on demandait des infos, on avait très peu de retours. Alors là, je différencie vraiment entre le CP et le collège. Au niveau du CP, on a eu beaucoup d'informations, mais il y avait 2 profs. Il y en a une qui a pris le lead parce que la seconde savait moins bien interagir avec le digital. Et donc, elle a pris le lead et elle a été juste extraordinaire parce qu'elle a pris les choses en main, elle a pris le contact avec chacun et c'était vraiment très intéressant et très, très, entre guillemets, facile à suivre. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont réagi au quotidien, c'est ce que Simone disait, je crois Isabelle, toi aussi, qui ont réagi au quotidien et donc qui ont fait évoluer les méthodes d'apprentissage de la prof et des deux profs. Parce que il y avait des fois où effectivement il y avait des exercices, on essayait de les faire, je trouvais pas la bonne méthode pour lui expliquer. Je demandais à mon fils pour voir s'il était vu qu'il était plus proche des études, s'il savait lui expliquer. Et quand il savait pas, j'envoyais un message, je disais là, j'ai sorti tout, les Lego, la totale, je sais pas expliquer le concept à ma fille, quoi. Donc donc tout le monde avait pas potentiellement donc je pense qu'il y a eu beaucoup de différences d'une famille à l'autre. Et c'est juste une évidence. Donc, quand on parle de continuité, c'était tout sauf continu, en fait, pour moi. C'était totalement des hauts et des bas. C'était hétérogène, disparate, ouais. et puis l'autre mot que j'avais, donc au-delà de la rupture, complexe. Rupture d'égalité totale. Alors que l'école, c'est pas ça du tout. L'école, c'est l'égalité. Enfin, l'égalité des chances, l'égalité, la gratuité, etc., etc. Et là, on a fait peser sur les familles le coût aussi des impressions, le coût en temps, le coût de l'enseignement. Bon, c'était inédit, évidemment. J'espère que ça se reproduira pas. Ça a été très culpabilisant, stressant pour les familles et difficile pour les élèves, pour les enfants, je pense, de se retrouver aussi coupés de leur environnement scolaire. Hein. Ils sont attachés à l'école. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai vu des petits messages sur l'école primaire qu'il y a dans mon quartier où il y avait des enfants qui avaient mis des dessins qui disaient qu'ils étaient pressés de revenir voir leur maîtresse et leurs copains. J'ai trouvé ça touchant, émouvant, effectivement. Et donc, Julie, toi, les autres difficultés, et puis après on repasse à Simone, mais donc, à part ça, ce constat plus social, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui a été le plus compliqué et est-ce que tu as trouvé du répondant du côté des enseignants, toi, par rapport à ça? Oui, après, on savait que la période a été compliquée pour eux, on les a un peu laissés tranquilles parce qu'on savait que nos enfants, ça roulait à peu près. Ce que j'ai trouvé peut-être plus difficile, c'est maintenir un rythme, en fait.
En tout cas avec mes enfants, mon fils, à un moment donné, il se levait à 11h, quoi. Je lui dis, mais c'est pas possible, c'est pas les vacances. Tu peux pas te lever à 11h et rester en pyjama toute la journée. Donc ça, c'est maintenir ce rythme. Alors, on a bien réussi à le faire avec côté professionnel, avec le maintien à la formation en distanciel, parce que le matin, il y avait visio obligatoire à 9h et l'après-midi à 16h, pareil, pour faire le point sur ce qu'ils avaient fait dans la journée. Donc ça, nous, enfin, au niveau professionnel, on a bien réussi à le faire, cette continuité pédagogique. Moi, avec mes enfants, j'ai complètement échoué. C'était pas possible. T'as pas été la seule. Disons que vous n'avez pas réussi à le faire, mais tu n'étais pas toute seule, je pense. Ouais. Simone, oui, tu voulais intervenir? Oui, enfin. Je veux juste faire un petit point. Donc, on a dit hétérogénéité, disparité, décalage, et on a parlé des rythmes. Oui, disruption éventuellement. Oui, aussi, oui. Parce que, disons, donc en maternelle, donc forcément, ils me renvoyaient pas vraiment de devoirs, mais donc j'ai eu beaucoup de photos d'enfants à l'œuvre, de vidéos aussi d'enfants à l'œuvre ou qui me récitaient des comptines, enfin que je leur avais demandé d'apprendre, etc. Et surtout au début, parce qu'il y a eu un élan d'enthousiasme au départ, et puis petit à petit, on s'est un peu installé dans l'habitude, et ben, certaines familles commençaient à s'épuiser parce qu'ils avaient, comme vous le dites, d'autres soucis par ailleurs. Et donc, de temps en temps, je leur envoyais des petits défis à réaliser et à me renvoyer sous forme de photos. Et j'ai fait un petit montage, par exemple. Donc, je leur donnais aussi un élément un peu motivateur. Donc, vous m'envoyez une photo avec tel travail et je le ferai suivre à Joël, notre ATSEM, par exemple, enfin, pour qu'il y ait ce côté affectif. Et c'est aussi pour permettre de maintenir du lien entre les enfants qui se voyaient plus, c'est ce que vous disiez. Donc, je sais pas si tu veux juste vaguement montrer un extrait de vidéo, Lina. Voilà, c'est bon, je pense qu'on peut couper. Enfin, tout le monde a compris le principe. Mais alors, dis-moi, tu faisais déjà des vidéos avant le confinement ou... Non, c'est ma première vidéo. Je me suis fait un peu aider, justement. Ça fait partie des aides qu'on a dû chercher par nous-mêmes ou qu'on a reçues. Donc, c'était les amis, n'est-ce pas, Lina? Les maris des copines ou alors des collègues à qui j'ai pu demander conseil. Et donc voilà, mais j'ai bien progressé dans eMovie, je suis très contente. Voilà. Et ce genre de petites vidéos, en fait, donc je l'ai envoyé à tous les parents. Donc les gamins, ça leur permettait de revoir leurs camarades. Ça permettait aussi de donner du sens à ce qu'on leur demandait ou une motivation à ce qu'on leur demandait de faire. Et après, quand ils m'envoyaient les photos, moi, je répondais individuellement à chaque mail avec une première partie adressée directement à l'enfant, donc avec charge aux parents de leur lire et de leur montrer, et une petite image avec un bravo, un machin pour les encourager. Voilà, et après éventuellement quelques conseils aux parents. Et alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que je pense que je me suis plus rapprochée des parents à travers cette correspondance, à travers cette correspondance par mail que quand je les croise à la porte de la classe et qu'ils me remettent leur enfant. Surtout que certains transitent par le centre de loisirs, donc il y en a que je ne vois pas très souvent. Et donc avec certains parents, le ton changeait, a beaucoup évolué, le ton des mails au fur et à mesure. Enfin, c'était assez amusant et très agréable, je dois avouer. Et donc après, certains parents se sont lâchés un peu, m'ont raconté leurs difficultés. Donc il y a aussi eu des petites thérapies de soutien pour les parents et des encouragements pour les enfants. Voilà.
Ok, donc bon, mais c'est pas mal. Alors finalement, la distance a pu créer du lien. C'est intéressant, ça positif. Des liens différents et Des je liens pense différents. qu'on est quelque part quand même rentré un peu dans l'intimité des familles avec ce confinement. Et ça, c'est pas anodin. Et toi, tu penses que tu parlais des défis, tout ça, et après, donc t'avais à peu près combien de pourcents de la classe qui était présente là dans cette continuité pédagogique finalement? Ben, disons, sur l'ensemble du confinement, j'ai eu, chaque fois que les enfants m'envoyaient des travaux, etc., enfin des photos, j'ai fait des petits dossiers et j'ai 85% de retours. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, finalement. Parce qu'il y a des, mais après, bon, il y a des retours plus ou moins importants, hein. Il y a des enfants qui m'ont peut-être envoyé une ou deux photos, voire trois pendant toute la durée. D'autres, j'ai des dossiers qui pèsent je ne sais combien de gigas. Voilà. Ok. Oui, bon, après, effectivement, ça dépendait aussi de la disponibilité des parents, parce que tu le Bah disais, la oui, spécificité en maternelle, c'est que toi, tu t'adressais aux parents. Donc, il n'y avait pas que le matériel, il y avait aussi bah, la disponibilité. il est évident qu'à cet âge-là, ils ne sont pas encore tout à fait autonomes et qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Tu m'étonnes. Dernier point, et je repasse à Isabelle. Tu t'es posé la question du rythme, hein. On a pas mal parlé du temps, mais qu'il fallait pour s'occuper des enfants. Et la dernière fois, tu nous as dit que tu t'étais posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire peser comme pression sur des enfants de maternelle en bilingue. Oui, enfin en bilingue ou en général, hein, puisque Oui, mais notamment en bilingue. voilà, l'instruction n'est obligatoire que depuis cette année scolaire. Enfin, avant, c'était à partir de 6 ans, maintenant ça l'est à partir de 3 ans. Donc ça m'a un peu questionnée parce que disons que c'est pas encore complètement intégré, je pense, ni par les familles, peut-être même par nous aussi. Donc, jusque dans quelle mesure j'allais les relancer, enfin, quand j'entendais mes collègues d'élémentaire qui les appelaient, etc., etc. Enfin, quelque part, j'avais quand même peur d'être un peu trop intrusive, hein. Voilà, mais bon, ça c'est peut-être aussi ma manière d'être, donc voilà, mais c'était des questions à se poser. Mais bon, il n'y a pas eu de réaction particulièrement agressive, donc je pense que on n'a pas été trop loin non plus dans nos exigences, hein. Alors, on parlait des réactions de parents agressifs, Isabelle. Toi, tu as eu un peu une autre expérience, je crois. Oui, alors il y a un moment donné, il y a effectivement une famille qui n'était pas contente à cause du dosage ou à cause du moment où j'ai placé les classes virtuelles. Parce que, alors peut-être parce que je suis une maman et que je voyais comment ça se passait avec mes enfants, et peut-être parce que moi aussi j'ai vu quand je faisais 1 heure de classe virtuelle, ou que j'en enchaînais 2 dans la matinée, à midi j'étais vidée, plus que quand je fais cours normalement. Alors, je sais pourquoi, parce que j'étais attentive à mon écran, au chat, à qui demandait éventuellement la parole, à ce que mon document apparaisse correctement. En fait, j'étais concentrée sur plusieurs choses. Donc, j'étais vidée. Et je me disais que si les élèves suivaient le truc sérieusement, d'être tout le temps devant leur écran et d'être attentif à la vidéo, ça, c'est au moment où je pensais qu'ils le regardaient vraiment attentivement, je me suis dit que ça va les fatiguer. Et donc, je me suis dit, s'ils ont déjà une classe virtuelle à tel moment, moi, je vais plutôt la mettre l'après-midi. Si j'ai pas le choix de la mettre un autre jour, hein, je vais plutôt la mettre l'après-midi. Et oui, il y a l'une ou l'autre famille qui a dit que c'était pas normal que je ne fasse pas les choses que je fasse les choses en dehors de mes heures de cours normales à l'emploi du temps. Bon, alors que moi, c'était dans le but d'aider leurs enfants. Voilà. En tout cas, j'ai eu des retours positifs d'enfants, peu de familles, mais parce que quand c'est positif, ils n'ont pas forcément besoin de le dire. Par contre, j'ai été souvent en contact avec les familles aussi. Alors, c'est aussi quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire avant. J'ai l'habitude, alors peut-être parce que pour un temps, j'ai travaillé en établissement difficile. Quand il y a quelque chose qui commence à pas aller, moi, j'appelle avant que ce soit trop difficile. Et quand j'observais que tel élève, il faisait une remarque qui avait l'air un peu bizarre dans le chat, ou quand j'observais que un tel, il n'avait pas rendu son travail chez moi ou chez tel collègue, etc., dans la classe où je suis prof principale en particulier, j'appelais. Alors, le prétexte, c'était de prendre des nouvelles de la famille.
Et puis, parfois, les parents, ils disent: «Ah non, mais il nous raconte qu'il travaille tout et qu'il rend tout». Il y a ceux qui disaient: «Ben, on voit qu'il travaille beaucoup, peut-être qu'il a eu un souci». Il y a ceux qui disent, enfin voilà, on a aussi su que certains étaient débordés, que d'autres s'en sortaient pas. Donc, je ne sais pas si ça a renforcé le lien parce qu'on avait déjà, j'appelais déjà relativement facilement. Mais c'est sûr qu'il y a un élève qui est particulièrement doué, qui du coup n'a jamais eu besoin de travailler. Et là, il devait travailler en autonomie. Et le manque de guidage, le manque de cours qui étaient juste à suivre et où lui, il pouvait tout intégrer, l'a complètement perdu. Le temps qu'on s'en rende vraiment tous compte, nous les enseignants, voilà, c'est vrai que là, j'ai passé une demi-heure avec la maman, 1 heure au téléphone avec lui, à l'aider à faire son planning, le même planning que je fais pour mon fils de 5e, en disant, alors, t'as quoi à faire, ok, parce que la famille a plusieurs enfants, ne l'avait pas fait. Là, j'ai pris le relais. Donc oui, j'ai aussi été assez proche de certaines familles. Ces gens-là étaient ravis que j'ai pris le relais. Ces gens-là n'ont pas râlé. Donc voilà, selon les attentes des familles ou selon le fait qu'ils soient surpris ou pas qu'on suive les gamins, les choses étaient différentes. Après, il y a des élèves que je ne suis pas censée suivre plus que ça, enfin, sont juste mes élèves en maths. J'ai aussi appelé dans une classe où je ne suis pas prof principale. Après, je ne peux pas le faire pour tous parce que j'ai plus de 200 élèves et que là, j'y arrive pas. Voilà. Mais quand je voyais qu'en première, là, on avait quelqu'un qui me semblait décrocher et que j'avais l'impression qu'au niveau du prof principal, il ne prenait pas la mesure de ce qui se passait, voilà, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient envie d'un contact téléphonique et il y a l'un ou l'autre élève qui m'a envoyé son numéro pour que je l'appelle directement. Donc, le contact c'est fait. Et avec le contact avec les collègues, alors pareil, c'est une initiative. Et je pense, dans pas mal d'endroits, ce sont des initiatives personnelles. C'est finalement, moi, je me suis dit qu'en tant que prof principale, je pouvais essayer de coordonner pour ma classe et d'envoyer le week-end un planning de la semaine des classes virtuelles ou des devoirs à rendre. Et ça, je l'envoyais en direction des élèves et des familles, tout en m'étant concertée avec les collègues, en ayant appelé ou relancé par mail les retardataires, pour qu'ils me disent, voilà, est-ce que pour la semaine d'après, en histoire, ils vont avoir une classe virtuelle? Est-ce qu'en français, ils en ont une autre, mais ils ont aussi une disserte à faire? Est-ce que, voilà, les grosses choses pour les aider un petit peu à gagner en autonomie, à s'organiser. Et donc là, c'est vrai que pour cette classe-là, ils avaient toutes les semaines, bon, maintenant ça fait 3 semaines que je le fais plus quand même, mais j'ai fait ça pendant plus de 2 mois, de contacter les collègues, demander qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Beaucoup ont joué le jeu et m'envoyé le petit message pour me dire, et moi j'ai coordonné comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des collègues avec qui on s'est un peu rapprochés parce qu'on a plus travaillé ensemble. Et en collège ou en lycée, c'est pas l'habitude, c'est-à-dire que chacun est dans sa matière, on coordonne pour certaines petites choses, mais on n'a pas besoin de coordonner autrement, donc on n'a pas l'habitude de coordonner. Et ça explique que je pense que ça explique dans certaines équipes pédagogiques, pour certaines classes, ça ait super bien marché et pour d'autres, ça ait vraiment moins bien marché parce que c'est pas dans nos habitudes. Voilà. C'est intéressant de voir qu'en fait, ce numérique, il rajoute de l'humain, que ce soit dans le lien avec les parents, avec les collègues, et qui fait ressortir les besoins de collaboration, ce qui est la force qu'on attribue spontanément au numérique quand on l'utilise correctement et qu'on a en tout cas une éducation dans ce domaine ou qu'on a eu la chance d'avoir pu se former à travers des outils pour son travail. Alors les parents, je vous laisse encore un mot, puis après on fera un petit tour de conclusion et puis on laissera les questions aux participants s'ils en ont ou qu'elles soient dans le chat et je vous les retransmettrai ou s'ils veulent prendre la parole, on verra si on peut ouvrir les micros. Pasquine ? Je suis très, très intéressée, mais moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de se dire, comme ce que Catherine a dit, c'est qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Parce qu'on a quand même vraiment vu beaucoup de choses et puis on pourrait très bien rien en faire et repartir comme c'était avant. Et on est d'ailleurs au collège de mon fils, on est revenu sur les anciennes pratiques. Ils ont tout de suite fermé Teams. Donc, on est tout de suite revenu et il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait de prise de conscience qu'il faille changer quoi que ce soit ou s'interroger sur quoi que ce soit.
sur la prof j'ai l'impression qu'à l'école primaire, c'est un petit peu différent. Mais moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, et pas juste des histoires de connexion et d'outils, qu'on parle aussi justement de tout ça, de l'humain, de qu'est-ce que ça a apporté à chacun, de ceux pour qui c'était plus difficile, plus facile, etc. Qu'on parle aussi je pense que ça a pu faire, on a pu avoir des rejets. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui ont rejeté tous les outils et qui n'ont rien fait du tout. Donc, c'est un petit peu l'histoire dont on vient de parler, des élèves pour qui ils apprenaient avec un prof et c'était facile. Et d'un coup, il fallait changer complètement de pratique. Enfin, nous, pour garder un lien avec quelque chose, on n'a pas regardé la télé parce qu'il y avait la télé. On n'a jamais parlé de ce qui se passait l'après-midi sur, je ne sais plus si c'était France 2 ou France 3, je ne sais même pas où c'était, mais ce qui se passait l'après-midi, il y avait des enfants qui ont eu le lien que par, lui me dit, voilà, c'est ça, que par la télé. Donc, ils ont eu la continuité pédagogique juste par la télé. Et en plus, c'était des mix de plusieurs enfin, c'était genre CP, CE1, donc c'était hyper compliqué, mais il y a des enfants qui ont eu que ça et qui se retrouvent maintenant à arriver et à avoir perdu. Il y a des enfants dont les parents n'ont pas du tout eu le temps, où c'était difficile. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de tout ça? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se repasse quelque chose, et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand décalage entre les différentes familles et qu'on sait que demain, quand ils vont arriver au lycée, ils vont avoir que du digital. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces enfants qu'on aura largués? On les a encore plus largués qu'ils n'étaient au départ. Donc, on va les mettre dans un monde dans lequel ils ont déjà eu un rejet qui aura été pendant 3 mois de ne pas pouvoir avoir l'école, quoi. Donc, moi, ça m'interroge vraiment, même si ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu, mais je m'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'on fait maintenant et demain de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et j'ai pas l'impression qu'il y ait parce qu'on est tous plongés maintenant dans notre quotidien. On était dans un quotidien nouveau avec plein de choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et demain, quoi? Voilà. Ok, merci Pasquine pour cet après. Julie, et toi, l'après, tu vois comment et qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement et qu'est-ce que tu aimerais bien retrouver? Moi, je pense que ça dépend un peu des endroits. Je travaille beaucoup sur le quartier du Neuhof, par exemple, et pour avoir discuté avec le principal d'un collège, c'est un quartier où il y a eu quand même, et avec des partenaires associatifs, il y a eu une vraie prise de conscience qu'il fallait faire plus de choses en lien avec le numérique, équiper les familles. Et il y a plein d'actions en cours, ça bouge très très vite d'ailleurs. C'est assez intéressant à observer. Donc, et il y a eu une vraie prise de conscience, y compris des équipes pédagogiques qui ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer avant le lycée pour justement éviter ce gouffre. Qu'elles pouvaient vraiment éviter ça. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent localement. Après, je sais pas au niveau, dans les autres écoles, je sais pas. Moi, je pense, j'ai beaucoup échangé avec la directrice de l'école de ma fille en primaire. Qui vraiment, ça m'a frappé cette absence de matériel, mais voilà, ils l'ont fait remonter. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer aussi à ce niveau-là. C'est une certitude parce qu'on peut plus continuer comme ça. Il faut équiper les salles, il faut équiper les écoles, y compris en connexion Internet. Là, elles n'ont pas de connexion Internet. Donc, vas-y pour faire des visios, les réunions de directeurs, des partages de connexion avec le téléphone. Enfin, c'est juste pour le moment du bidouillage. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience collective. Voilà. Et y compris dans les hautes sphères, je pense qu'ils vont se bouger. J'espère en tout cas que ça va s'accélérer un petit peu parce que merde, on est en 2020 quoi. On est en 2020 et il faut que ça bouge en primaire et en collège aussi. Il faut pas attendre le lycée pour les mettre face à un ordinateur, à envoyer un mail, une pièce jointe, faire de la visio, etc. Faire de la programmation, des algorithmes. Allez, je vous laisse. Salut, bisous. Ok. Simone, une petite conclusion? Le bilan, ce que tu en garderas, cet enseignement, et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'après?
Ben, moi, je souhaiterais que que ça ait quand même un peu fait bouger les lignes, justement, en termes d'utilisation du numérique. C'est vrai que on est, somme toute, assez peu formés. On se forme sur le tas. Alors, de temps en temps, on a une petite formation de 2 heures sur Excel ou Word ou je ne sais quoi. Mais c'est pas suffisamment, enfin, c'est pas assez structuré. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et j'aimerais bien que on puisse, nous aussi, en tant qu'enseignants, avoir davantage de liens interpersonnels avec les parents à travers le numérique. J'avais fait il y a quelques années une tentative de blog de classe mais qui n'a pas vraiment abouti parce que les gens étaient très peu, enfin l'utilisaient très très peu, parce que je pouvais voir qui s'était connecté et à quelle heure. Donc c'était intéressant. Mais peut-être, enfin j'espère, j'aimerais bien que ben, cette expérience partagée ben, pourrait nous amener vers d'autres horizons, enfin d'autres manières de fonctionner. Disons qu'il Voilà, je je le souhaite souhaiterais, aussi. ce que je souhaiterais en fait, c'est qu'il y ait des répercussions et des prolongements de ce qui se passe en classe au niveau des familles. Pas forcément sous la forme de devoirs et de choses à faire, mais par exemple, enfin, au niveau maternel, on lit un album en classe, on peut le relire avec plaisir à la maison avec ses parents, et justement, les ressources numériques nous offrent cette possibilité. Donc voilà, à réfléchir et à méditer. Donc de la continuité à la continuation ou un après qui Voilà, c'est s'inscrit ça. dans la... Isabelle, je te laisse conclure et puis après je reprendrai la main pour voir s'il y a des questions dans le chat, les poser, voir si des personnes veulent intervenir, témoigner. Vous activez Ouais. vos caméras, vous mettez un petit mot dans le chat ou vous levez la main, on laisse juste Isabelle conclure et puis après je vous propose un petit temps d'échange. Ouais, donc moi je dirais que tout n'a pas été merveilleux, on a appris beaucoup de choses, tout n'est pas à garder, tout n'est pas à acheter et que il faut travailler sur ce qu'on a fait pour ensuite une utilisation raisonnée du numérique parce qu'on a aussi vu ce que j'expliquais avant, que tout faire en numérique, ça marche pas non plus. Voilà, pas avec des jeunes qui sont en train de se construire. Donc voilà, qu'est-ce que le numérique peut nous apporter? Où est-ce que les ressources qui existent et qui sont nombreuses peuvent être pertinentes? Et se concentrer du coup dans la partie présentielle sur ce que nous, on apporte vraiment. Voilà, donc une utilisation raisonnée du numérique. Raisonner. Oui, Isabelle, une petite conclusion sur la différence entre ce que tu croyais avoir fait, ce que tu croyais qu'ils avaient compris qu'ils devaient faire et ce qu'ils ont fait réellement. Oui. Donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusée, c'est que quand je faisais les choses à distance, parfois je sentais les élèves qui suivaient, etc., qui me répondaient, c'était bien, j'étais plutôt contente. Puis parfois je me disais, mais en vrai, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de regarder Netflix en même temps? Bon, je me posais quand même des questions. Et il y a 3 semaines maintenant, j'ai repris avec les collégiens que j'ai. J'ai juste une classe. Ceux-là, je les ai revus. Et puis, avec eux, je faisais peut-être encore plus attention qu'avec mes lycéens en disant, maintenant, vous ouvrez le fichier à la page 53. On fait tel exo. Moi, je leur écrivais des choses sur le PowerPoint pour qu'il y ait une trace écrite pour les quelques-uns non connectés. Mais je disais, là, vous écrivez dans le fichier. Là, vous écrivez bien telle phrase, etc. Et puis, retour en classe, et je regarde les fichiers. Il y avait des fichiers qui, pour certains, étaient vides. Et puis, il y avait ceux qui avaient imprimé mes PowerPoint. Donc, ça prend une quantité de papier phénoménale pour avoir 3 lignes écrites en grand. Et où l'exo qu'on avait du fichier avec l'énoncé et plus mes petits commentaires à côté parce que je leur disais, voilà, vous écrivez ça et je l'écrivais en même temps, ils l'avaient imprimé plutôt que de l'écrire dans le fichier. Et ça, c'est quelqu'un qui s'est quand même donné la peine de l'imprimer. Donc voilà, il avait voulu faire quelque chose de bien. Mais il y avait aussi ceux qui, du coup, n'avaient rien écrit. Et donc, c'est très difficile, en étant à distance,
peut-être parce que c'est pas dans les mentalités, peut-être parce qu'il y en a qui sont un peu jeunes, parce que je sais pas, parce que ça les intéresse moins, de savoir entre ce qu'on fait et ce que nous on fait, ce que eux ils font et ce qu'on croit qu'ils font. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Bruno avant, aussi sur quel bilan on va en tirer, je l'écrivais dans le chat. Les inspecteurs, le collège des inspecteurs de toutes les disciplines ont conçu un questionnaire qu'ils ont soumis à tous les enseignants de collège-lycée de l'académie, pas du Grand Est, de l'académie d'Alsace. Il n'est pas terminé, il n'est pas encore analysé, mais le but, clairement, de se donner la peine de faire un tel questionnaire, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et quelles leçons on peut en tirer pour la suite. Donc, je ne sais pas quelle en sera l'analyse, mais j'ai bon espoir, voilà, sinon il ne se serait pas donné ce mal de faire ça. Donc, il y a peut-être un après. Je te remercie de cet éclair d'optimisme. J'espère que ça va effectivement être le rayon de soleil ou l'arc-en-ciel.